Bonsoir, je suis heureux de vous accueillir ce soir pour cette troisième séance des lundis numériques de l'INHA pour cette saison 2019-2020. Donc nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Julia Roger du pôle document numérique à Unican, Arnaud Daré du CERTIC à Unican et Clémentine Berthelot du musée de la tapisserie de Bayeux. Donc ils vont vous présenter une présentation donc, sur le système d'information documentaire spatialisé pour la valorisation scientifique de la tapisserie de Bayeux. Et donc, comme à l'accoutumée, ça sera une présentation d'à peu près 1 heure qui sera suivie d'une demi-heure de discussion avec la salle et donc qui permettront des échanges. Et je rappelle que cette séance fait l'objet d'une captation et donc vous pourrez la retrouver dès la semaine prochaine en ligne sur YouTube et Canalu. Voilà, très bonne séance et je vous laisse la parole. Bonjour à tous. D'abord, merci de nous accueillir ici et merci à vous d'être présents ce soir. Donc, on va peut-être se présenter rapidement. Donc, je m'appelle Clémentine Berthelot, je travaille au musée de la tapisserie de Bayeux, où je suis chargée du pôle documents et numérique pour le musée et où, entre autres choses, je suis la conception et le développement du projet SIDS qu'on va vous présenter ce soir. Bonsoir, Julia Roger, je travaille à l'Université de Caen au pôle du document numérique qui est hébergé à la Maison de la recherche en sciences humaines. Bonsoir, Arnaud Daré, je suis ingénieur en informatique à l'Université de Caen dans une structure qui s'appelle le CERTIC, qui est une structure qui vient en soutien des projets de recherche à l'intérieur de l'université et aussi en dehors. Et pour le projet de la tapisserie de Bayeux et de son système d'information documentaire spatialisé, je suis le responsable à l'université de ce projet. Donc, je vais vous présenter rapidement le contexte. Mais d'abord, je souhaiterais faire juste une petite parenthèse. Donc, ce projet de SIDS est porté conjointement par l'État à travers les services de la DRAC Normandie et la ville de Bayeux. Et donc, je voulais mentionner notre collègue Cécile Binet, conseillère musée à la DRAC Normandie, qui suit le dossier avec nous, mais qui n'a pas pu être... On ne parle pas assez fort. D'accord. Là, ça va ? Ah bah oui. Ça va mieux là ? Oui, effectivement. Oui, donc je voulais mentionner notre collègue Cécile Binet, qui travaille à la DRAC Normandie et qui suit avec nous le dossier, mais qui n'a pas pu se déplacer aujourd'hui. Donc, pour commencer par le commencement, la tapisserie de Bayeux, comme son nom ne l'indique pas, il s'agit d'une broderie de laine sur toile de lin. Donc on va parler ce soir de tapisserie de Bayeux, parce que c'est la dénomination par laquelle l'œuvre est le plus connue par le grand public, mais il serait plus juste, effectivement, techniquement, de parler de broderie de Bayeux, comme le font les historiens de l'art dans leurs publications. Donc il s'agit d'une broderie de laine sur toile de lin qui raconte sur une frise de plus de 68 mètres de long sur 50 cm de large l'accession au trône d'Angleterre par Guillaume le Conquérant, de la scène de l'ambassade de Harold Godwinson en 1064 jusqu'à la bataille d'Hastings le 14 octobre 1066. Donc elle est composée de différents registres, comme vous pouvez le voir sur cette image qui montre la vitrine actuelle où est présentée l'œuvre. Donc une frise principale narrative, où le récit est conté, et 2 bordures au-dessus et en dessous, qui présentent notamment de très nombreuses figures animalières. Et l'œuvre est découpée en 58 scènes, dont les numéros sont proposés sur une bande de toile de lin apposée au-dessus de la frise principale, qu'on appelle de façon très pragmatique la bande numérotée. Donc il existe plusieurs zones d'ombre sur les conditions de la conception de l'œuvre, mais la plupart des historiens pensent qu'elle aurait été réalisée à la fin du XIe siècle, peut-être juste après les événements de la bataille d'Hastings, ou au début du XIIe siècle, selon les historiens. Elle aurait été réalisée dans le sud de l'Angleterre, mais là encore ce sont des théories, peut-être à la demande d'Odon de Conteville, évêque de Bayeux et demi-frère de Guillaume le Conquérant, et peut-être pour la cathédrale de Bayeux, qui a été dédicacée en 1077. De Bayeux, dédicacée en 1077. Donc la tapisserie de Bayeux est reconnue à différents titres à l'échelle internationale. D'abord parce qu'il s'agit d'un témoin important des événements de la bataille d'Hastings, qui est un événement historique important pour l'histoire de l'Europe médiévale, et notamment pour l'histoire de la Grande-Bretagne. On le voit avec nos amis britanniques qui viennent en masse visiter l'œuvre chaque année. Il s'agit
également d'une source pour enrichir notre connaissance de la culture matérielle des 11e, 12e siècles, avec quelques 1500 motifs brodés. Et enfin, il s'agit d'un objet d'art exceptionnel par ses dimensions monumentales, mais aussi par son état de conservation. Donc, la tapisserie de Bayeux est une propriété de l'État français, déposée dans les collections municipales de la ville de Bayeux depuis 1804, sur demande de Napoléon Bonaparte et par lettre de Vivant Denon. Une convention de dépôt a permis d'expliciter les rôles de chacun, donc l'État étant en charge de toutes les questions de conservation-restauration de l'œuvre, et la ville de Bayeux des questions de présentation de l'œuvre au public, de sa conservation préventive et de la valorisation de sa connaissance. C'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui. Elle est inscrite à différents titres. Elle est inscrite au monument historique dans la première liste des objets de 1840. Elle est également reconnue dans le registre Mémoire du monde de l'UNESCO en 2007 et elle intègre les collections muséales municipales classées Musée de France en 2017. Donc la tapisserie de Bayeux est exposée quasiment sans interruption depuis 1842 à Bayeux, donc sous-préfecture du Calvados de 15 000 habitants. Si elle a changé plusieurs fois de mode de présentation et de locaux, elle est aujourd'hui présentée dans l'ancien séminaire de la ville, dont vous voyez ici une photo de la façade. Et elle est présentée donc, dans une vitrine convexe. Et ce centre est aujourd'hui appelé Centre Guillaume le Conquérant. Et juste pour recontextualiser rapidement, donc, le musée de la tapisserie de Bayeux fait partie des 3 musées de la ville regroupés sous la marque Bayeux Muséum, avec le musée d'art et d'histoire Baron Gérard et le musée mémorial de la bataille de Normandie. Donc le musée de la tapisserie de Bayeux accueille près de 400 000 visiteurs par an, dont 70% viennent de l'étranger. En 2013 est né un projet de restructuration globale du musée à l'horizon 2025 qui a été lancé par l'État, la ville, le conseil départemental du Calvados et le conseil régional de Normandie. Ce projet est né de la volonté commune d'améliorer les conditions de présentation de l'œuvre. Donc effectivement, différentes contraintes ont été identifiées dans l'établissement tel qu'il est aujourd'hui. Vous avez peut-être pu le constater si vous avez visité le musée en période estivale. Donc on peut citer parmi ces contraintes la gestion des flux des publics qui est particulièrement complexe en juillet-août quand on accueille jusqu'à 3000 visiteurs par jour. Le temps d'accès limité à l'œuvre qui est contraint aujourd'hui par un audio-guide de 25 minutes. Un discours muséographique à réactualiser et des dispositifs de médiation à adapter aux nouvelles attentes des publics. Toutes ces réflexions sont au cœur d'un programme architectural, technique et muséographique qui est en cours de finalisation et dont l'un des points centraux est évidemment les questions de la conservation et de la présentation de l'œuvre dans le futur musée. Toutes ces réflexions sont portées par un comité scientifique international et interdisciplinaire qui est composé de conservateurs de musées, d'inspecteurs des monuments historiques, d'experts de la conservation-restauration, d'historiens et d'historiens de l'art, dirigé aujourd'hui par Michel Zinc. Donc tous ces objectifs sont soutenus par le numérique à travers la conception d'un outil qui doit embrasser un ensemble d'objectifs scientifiques dont je vais vous faire un rapide passage en revue. Donc la première publication sur la tapisserie de Bayeux date de 1729 avec un article d'Antoine Lancelot et de Bernard de Montfaucon qui en quelque sorte redécouvre l'œuvre puisqu'à l'époque elle était exposée une fois l'an dans la cathédrale de Bayeux lors de la fête des reliques. S'ensuit ensuite 3 siècles de publications qui démontrent un certain dynamisme de la communauté scientifique qui est à la fois internationale puisqu'on a des publications venant de France, de Grande-Bretagne mais aussi à l'extérieur des limites de l'Europe et également interdisciplinaire puisque autant de points de vue de diverses disciplines peuvent être portés sur l'œuvre en histoire de l'art, dans les arts graphiques, la littérature, etc., etc. De ce constat d'une bibliographie riche est née la volonté de créer un support d'études pour mutualiser les connaissances. Donc vous voyez ici par exemple quelques couvertures de certaines œuvres qui sont sorties depuis 1833 jusqu'à un tout dernier ouvrage dont peut-être vous avez entendu parler chez Citadel et Masno qui est sorti ce mois-ci. Donc il s'agit entre autres de rassembler la documentation. Et cet objectif est parti d'une volonté des services de l'État qui souhaitaient rassembler l'ensemble de la documentation ayant trait à l'étude matérielle de l'œuvre.
Alors cette documentation est paradoxalement assez restreinte, puisque finalement il n'y a eu que 2 campagnes d'études sur l'œuvre, mais elle est également dispersée à travers différents services à Paris, Charenton-le-Pont, Caen ou encore Bayeux. Donc vous voyez ici 2 photographies de ces 2 campagnes dont je vous parlais. Donc une première campagne en 1941 dirigée par Herbert Jan Kuhn et un groupe de scientifiques allemands. Donc Herbert Jan Kuhn qui faisait partie de l'ANRBE, dépendant des SS. Et une campagne en 82-83 par un groupe de restauratrices qui ont été missionnées par le service des monuments historiques et dirigées par M. François Massé de l'Épinay. Donc aujourd'hui, le rassemblement de cette documentation sur le suivi de l'état matériel de l'œuvre a été finalisé, et ce qui a donné lieu à la constitution d'une base de données documentaire de plus de 5000 notices catalographiques, dont on va vous faire une présentation juste après. Donc les auteurs qui étudient la tapisserie de Bayeux se heurtent aux dimensions monumentales de l'œuvre, parce que pour rappel, elle fait plus de 68 mètres de long. Donc jusqu'à le milieu du XIXe siècle, les auteurs pouvaient s'appuyer sur des dessins qui avaient été réalisés donc par Benoît Foucault et Charles Stothard, qui avaient été missionnés par la Société des antiquaires de Londres en 1816 pour redessiner l'ensemble de l'œuvre, et donc ça a été beaucoup diffusé. À la fin du XIXe siècle, une première couverture photographique a permis de diffuser une image de l'œuvre par la photographie et par une mission qui a été réalisée par le South Kensington Museum, qui est aujourd'hui le Victoria and Albert Museum. Et enfin, la photographie couleur vient prendre le relais de ces techniques dans les années 40-50. Mais malgré l'évolution de ces techniques, il reste le problème des dimensions de l'œuvre, comme vous le voyez dans cette citation donc de Hélène Cheffneux, qui a travaillé en 1934 sur les fables dans la tapisserie de Bayeux. Donc il y a certaines fables d'Ésope dans les bordures de l'œuvre. C'est à Bayeux même qu'il faut se rendre pour se faire une juste idée. Dans toutes les reproductions, les fables sont réduites à une échelle si petite qu'elles deviennent presque inintelligibles. Donc ça, c'est une problématique qui reste encore aujourd'hui. Vous voyez quelques exemples de quelques solutions qui ont été trouvées par les éditeurs pour reproduire l'intégralité de la tapisserie de Bayeux dans des éditions livresques, ce qui est parfois complexe et ce qui nécessite un découpage de l'œuvre et donc un séquençage du regard du chercheur qui limite parfois donc l'accès à l'information. Donc c'est devant ce constat que le comité scientifique a souhaité prendre appui sur les nouvelles technologies pour permettre aux chercheurs d'accéder à une image haute définition de la tapisserie de Bayeux et de pouvoir zoomer jusqu'au fil de laine et de pouvoir avoir une vision globale de l'œuvre, ce qui n'est pas possible avec les contraintes physiques d'une édition livresque. Donc si les auteurs veulent avoir un accès à la face endroit qui est la plus connue de la tapisserie de Bayeux, nous avons la chance aujourd'hui de pouvoir également rendre accessible le côté revers de l'œuvre, parce qu'elle a été captée par une campagne photographique en 1983. En effet, cette face est difficilement accessible physiquement parlant aujourd'hui, puisqu'elle est cachée derrière une doublure moderne et derrière le dosseret technique qui permet l'accrochage de l'œuvre dans sa vitrine actuelle. Donc cette face est peu diffusée, puisque son image a été peu récupérée et peu diffusée. Mais elle recèle de beaucoup d'informations, comme vous pouvez le voir sur cette image par exemple. On voit des pièces de restauration qui sont très peu visibles sur l'endroit de l'œuvre, donc ce qui peut intéresser les personnes s'intéressant aux différentes campagnes de restauration et à l'évolution de l'état matériel de l'œuvre, mais aussi peut intéresser donc les personnes qui travaillent sur la technique de broderie, puisque effectivement on peut suivre le fil de laine qu'en passant d'une face à l'autre. Voici une photographie documentaire des conditions dans lesquelles la couverture photographique du revers a été réalisée. Donc vous voyez là très bien la doublure qui a été repliée vers le haut pour pouvoir permettre de glisser l'œuvre sous cette architecture pour pouvoir prendre les photographies. Enfin, une dernière problématique qui reste à résoudre. On s'aperçoit dans les très nombreuses publications sur la tapisserie de Bayeux que chaque auteur a essayé de se référer à un système de localisation. Parfois, on a inventé un à soi pour repérer les détails sur l'œuvre qu'ils veulent discourir, qu'ils veulent étudier. Avec quelques exemples ici,
En bas à gauche, le référentiel le plus connu, qui est d'utiliser les numéros de scène qui sont apposés sur la bande numérotée au-dessus de la frise principale. Mais on voit que ces numéros déjà auraient été apposés au XIXe siècle. Donc il ne s'agit absolument pas d'un séquençage original de l'œuvre et les limites sont assez floues et ne sont pas claires. Sur la photo en haut à gauche, un système qui a été créé spécialement par Michael Lewis du British Museum dans sa thèse, où il a numéroté l'ensemble des motifs iconographiques. En haut à droite, un calque qui a été réalisé par les restauratrices en 82-83 pour l'étude du revers de l'œuvre, où ils ont réalisé des calques à l'échelle 1 de l'œuvre et ils y ont apposé un quadrillage qui permet de référencer sur des cases de 10 cm de large des détails, toutes les altérations. Et enfin, en bas à droite, un peu plus original, le chercheur David Hill de l'Université de Manchester qui propose à partir des dépliants à l'échelle 1/7 vendus au musée de mesurer à partir du coin haut gauche chaque feuillet pour pouvoir précisément dire de quel détail on parle dans la thèse. Donc nous voulons, avec notre outil numérique, pouvoir proposer un système de localisation à la fois universel, accessible à tous et précis et simple d'accès. Donc pour apporter des solutions à l'ensemble de ces problématiques scientifiques, nous avons lancé la conception d'un outil numérique qui est né en 2016 avec des premières discussions réalisées entre la DRAC, la ville de Bayeux et des experts de l'université de Caen, ce qui a donné lieu en 2017 à la signature d'une convention de coopération entre les partenaires dont vous voyez la liste ici, donc l'État, la ville de Bayeux, l'université de Caen et le CNRS. On le voit que l'ensemble de ces problématiques et l'outil va viser un ensemble de publics hétérogènes avec différentes attentes. Donc voici quelques exemples. Tout d'abord, les conservateurs-restaurateurs qui sont en demande d'un outil de dessin et d'annotation des altérations de l'œuvre. C'est le premier public qui va utiliser cet outil puisqu'un constat d'état de la phase de l'œuvre est prévu en janvier prochain. Le monde de la recherche en général, qui recherche donc à mutualiser les connaissances et à avoir un outil support à leurs études. Le monde scolaire, donc les instituteurs, qui souhaiteraient avoir une base de ressources pour préparer leurs cours avant la visite au musée. Et enfin, le grand public, puisque l'outil a vocation à devenir un dispositif de médiation à part entière dans le futur musée. Je prends la main. Donc, je vais vous parler un peu plus précisément de ce SIDS, un nom barbare qui désigne un système d'information documentaire spatialisé. Pour reprendre la suite de l'histoire, fin 2016, les porteurs de projets, donc la DRAC Normandie, la ville de Bayeux, en contact avec la maison des ressources en sciences humaines de l'université de Caen, nous ont contactés et nous ont réunis avec d'autres laboratoires pour discuter de leurs projets. Donc il y avait le laboratoire d'informatique, le laboratoire de recherche en informatique de l'université de Caen qui s'appelle le GREC, et notamment son équipe spécialisée dans l'image. Le CERTIC, le pôle document numérique dont fait partie Julia aujourd'hui, et le centre Michel Bouard, qu'on appelle le CRAM, le centre de recherche en archéologie, histoires anciennes et médiévales. La problématique générale qui nous a été exposée ce jour-là était donc de proposer un système de visualisation et d'indexation dont le support serait la tapisserie de Bayeux, à l'instar de ce qui se fait dans le domaine des SIG. C'est cette problématique qu'on a pris en compte, même s'il ne s'agit pas de géographie, mais en tout cas avec les techniques qui sont employées. Donc, on a déterminé quelques objectifs par rapport à cette problématique, qui était tout d'abord de construire un référentiel spatial commun, donc, qui devrait au final permettre d'apporter une solution au problème de localisation que nous a exposé Clémentine. Il y a toute la problématique de rassembler la documentation, de la restructurer et de la rendre disponible, puisque la documentation est très nombreuse, mais très dispersée. Et le but final est de proposer une architecture qui nous permette de visualiser l'œuvre, d'y indexer cette documentation et de pouvoir l'extraire, évidemment. Voici un grand schéma que je vais vous expliquer,
qui représente de manière synthétique, j'ai essayé, ce n'est pas forcément possible, de vous représenter ce SIDS. Nous avons donc deux parties principales qui est le SIDS, c'est la contraction en fait d'un système d'information documentaire, c'est la partie bleue que vous avez en haut, et d'un système d'information spatiale que vous avez en bas, en orange. Donc le SIDS, c'est la contraction de ces deux systèmes-là. D'une part, nous avons le système d'information documentaire qui va permettre l'accès et la restitution de toute la documentation que nous aurons rassemblée, qui apporte en quelque sorte une manière unifiée d'accéder à l'information. Et puis un système d'information spatiale qui est composé d'un serveur d'images qui va nous permettre de visualiser la tapisserie, d'un serveur de couches de données vectorielles, et tout ça orchestré par un moteur de rendu qui est généralement utilisé en géographie pour interroger une carte. Donc, notre système permet, par exemple, à un utilisateur, en orange sur la carte, complètement à gauche, d'annoter une portion de l'œuvre. Donc, il demande au serveur d'image de lui donner une portion de la tapisserie. Le serveur d'image lui rend cette image. Ensuite, l'auteur va déterminer ou choisir des zones d'intérêt, c'est-à-dire déterminer une surface sur la tapisserie dont il a envie de parler. Il va pouvoir l'annoter. Donc on va lier à cette géométrie une annotation. L'annotation va venir enrichir notre système documentaire et on va pouvoir faire le lien entre la géométrie référencée dans notre espace spatial et cette annotation, ou inversement, en cherchant une information documentaire, retourner vers la géométrie. C'est ce qui est exposé ensuite sur la partie de droite qui concerne l'extraction. L'utilisateur en vert sélectionne une zone dans la tapisserie. Par recoupage entre les géométries qui sont contenues dans notre système d'information spatialisé, on va recouper les informations, faire ressortir toutes les informations qui avaient été indexées sur certaines zones de la tapisserie et proposer un rendu, un retour des résultats de recherche issus du système d'information documentaire. Donc Julia abordera plus en détail cette partie documentaire et moi je vais vous parler un petit peu plus du système d'information spatialisé. Notamment pour faire le parallèle entre ce qu'on nous avait demandé, on a beaucoup parlé de système d'information géographique au début du projet, et en fait le SIG est un système d'information spatialisé dédié à la géographie. En fait, vous avez l'habitude d'utiliser les SIG aujourd'hui, généralement sur des cartes, sur votre téléphone, dans votre voiture. Un SIG, c'est une carte d'un système de coordonnées, latitude, longitude, sur lequel on fait des aplats de couches de données, par exemple la couche des données administratives, les cours d'eau, les routes. Et ce système est construit pour faire émerger des phénomènes entre les différentes couches thématiques que vous manipulez. En règle générale, c'est ça. Ce qu'on a fait pour la tapisserie de Bayeux, c'est qu'en fait, au lieu d'avoir une carte comme fond de carte, nous, on a reproduit la tapisserie. C'est donc un système, un espace fini dans lequel on projette nos données. C'est notre système de projection, c'est la tapisserie. Donc on obtient un rectangle dans lequel on peut représenter les données et les localiser sous forme de coordonnées x, y, tout bêtement, un système cartésien, et sur lequel on ajoute des couches de données, une couche iconographique, une couche d'annotation, une couche de photographie, toutes les couches de données qu'on va pouvoir imaginer et assembler et afficher à l'écran pour l'utilisateur. Donc on est exactement dans le même système d'une carte, mais on applique notre système à un espace fini, la tapisserie de Bayeux, sous la forme d'une image. Alors le point de départ, c'était effectivement d'avoir ce fond de référence, et pour ce fond de référence, il a fallu faire une captation de la tapisserie de Bayeux. Comme vous l'a dit Clémentine, la tapisserie de Bayeux est grande. Elle fait 70 mètres de long, elle est exposée dans un local qui ne permet pas, et il n'y a pas d'objectif qui permette de faire en une seule photo la photographie des 70 mètres de long de la tapisserie de Bayeux. Donc en janvier 2017, nos collègues de la Fabrique de patrimoine en Normandie ont effectué une campagne d'imagerie multispectrale au musée de la tapisserie de Bayeux. Et on va vous exposer comment cette captation a été réalisée, parce que c'est quand même l'élément fondateur du projet. Sans fond de référence, pas de projet, pas de système de localisation, pas d'outils numériques.
La tapisserie de Bayeux est exposée au musée dans une galerie à travers une vitre. À l'intérieur de cette galerie visite, il y a un local technique. La tapisserie est suspendue à un rail via un dosseret technique et on peut faire coulisser en fait la tapisserie à l'intérieur du local technique pour la rendre accessible sans la vitre. C'est le seul moyen d'avoir un accès direct à l'œuvre. Le seul problème du local technique, c'est qu'il y a tout un tas d'obstacles qui empêchent d'avoir tout le temps la tapisserie à plat pour faire une captation correcte de l'œuvre. Il y a des poteaux, il y a un système anti-incendie, une issue de secours. Tous ces lieux, puis la géographie même du lieu, rendent compliquée la captation de l'œuvre. Donc, nos collègues de la Fabrique de patrimoine en Normandie ont modélisé la tapisserie, fait une modélisation des déplacements, préparé, découpé la tapisserie en 86 portions par rapport à la taille de l'objectif, par rapport au recul qu'ils ont dans la salle du local technique. Et ils ont imaginé autant de mouvements que nécessaire pour pouvoir voir chacune des 86 portions au moins une fois pendant la durée de la campagne de captation. Il faut savoir que le musée tous les ans ferme pendant un mois en janvier. Donc le temps pour faire cette captation était limité à un mois, et quand il faut déplacer la tapisserie, il faut beaucoup de monde. Donc ils ont imaginé du coup un certain nombre de mouvements minimum pour avoir chacune des portions de la tapisserie visible, et ensuite il a fallu donc du coup la déplacer. Vous avez un exemple ici il y a plus de 50 personnes qui sont nécessaires pour bouger la tapisserie. Il faut que tout le monde soit coordonné, bouge en même temps. On est obligé d'attraper le dosseret technique et de bouger tous en même temps pour la faire coulisser sur ce rail. On ne peut pas la tirer tout bêtement à l'extrémité de l'œuvre, c'est pas possible, c'est trop fragile. Et donc une fois que la tapisserie est tirée sur son rail à l'intérieur du local technique, vous avez sur l'image de droite une vision de ce qu'est le recul possible dans cette salle, dans ce local. Donc les conditions de captation sont particulièrement compliquées et du coup le protocole de captation était vraiment nécessaire. Tout le protocole qui a été réalisé par la Fabrique de patrimoine en Normandie s'appuie sur des préconisations qui avaient été réalisées en 2016, l'année précédente, par le C2RMF, ce qui a permis de faciliter l'analyse. Vous avez quelques photos sur les conditions de prise de vue à l'intérieur du local technique, des prises de vue en lumière directe, des prises de vue en lumière rasante qui permettent d'observer le relief en fait, de la tapisserie. Vous l'apercevrez tout à l'heure, en 2D, on perd totalement cette notion de 3 dimensions, alors que c'est une broderie, donc on a vraiment de l'épaisseur, il y a de la matière, quoi. C'est pas juste un aplat. Et je vous présente un exemple donc, des clichés qui ont été réalisés par la Fabrique de patrimoine en Normandie, qui présentent la même scène sous un éclairage en lumière directe, la lumière rasante basale, la lumière rasante latérale, en infrarouge, en réflexion infrarouge, en réflexion ultraviolette et en fluorescence ultraviolette. Donc voici les clichés. En tout, sur le mois de janvier, ils ont réalisé plus de 1200 clichés, avec à chaque fois des séries de 86 photos qui peuvent se recouper. Et sur ces modes d'éclairage que vous pouvez apercevoir. Donc c'est à partir de toutes ces collections d'images que nous avons réalisé le fond de référence de la tapisserie. Donc, je vais aborder une partie traitement d'images, donc notamment qui ont été réalisés avec l'appui du laboratoire d'informatique de l'Université de Caen et son équipe images, sans qui ces traitements n'auraient pas été rendus possibles. Donc, tout d'abord, pour le fond de référence, je vous l'ai dit, ça s'appuie sur la captation 2017. On n'avait pas de solution logicielle existante pour construire ce panorama, en fait, à partir de ces 86 clichés. C'est-à-dire qu'il y a des solutions qui existent, vous l'avez tous sur votre téléphone pour créer des panoramas, mais pas le panorama qu'on voulait nous créer. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc il a fallu qu'on développe une solution spécifique. On a fait, au début du projet, un essai de
recalage des images par un graphiste qui a recollé des images à la main. Déjà, ça prenait beaucoup de temps. En plus, on ne pouvait pas forcément répéter son opération, puisque c'est un travail manuel. Et on avait plusieurs séries de clichés d'images multispectrales à recaler. On ne pouvait pas se permettre de faire un travail aussi long et aussi lent. Donc le volume des données qui ont été manipulées est assez conséquent. Donc avec l'appui du laboratoire, on a mis en place une procédure de construction automatique des fonds que je vais vous présenter. Pour faire simple, quand on assemble deux images, on peut avoir des problèmes de déformation. Donc, nous, on espère obtenir le résultat que vous voyez en A, c'est-à-dire qu'on recolle l'image, elle est parfaitement rectiligne avec l'image d'après, mais le plus souvent, quand on colle deux images, l'image de droite est déformée. Je prends l'exemple, avec un appareil photo, lorsque vous faites un panorama, en fait, l'appareil prend plusieurs photos pour vous. Et ensuite, il crop, c'est-à-dire il découpe l'image pour que vous n'ayez que la partie visible complète de votre photo. Généralement, vous prenez un paysage en photo, donc ça ne vous gêne pas qu'une partie du ciel disparaisse. Nous, dans le cadre de la tapisserie de Bayeux, quand on commence à recoller les images, s'il nous en manque un bout, on va avoir des problèmes. Donc il a fallu inventer une technique pour qu'il n'y ait aucune déformation sur l'image qu'on recolle à la suite de l'autre. Donc pour deux images, le principe est simple. On cherche quelle est la zone de recouvrement des deux images contiguës. On cherche les points de correspondance avec des algorithmes de traitement d'image. Et pour éviter que l'image de droite ne se déforme, on ajoute une grille de rigidification, artificielle bien sûr, qui va empêcher l'image de droite de se déformer. Une fois que les deux images ont été recollées, on enlève la partie de gauche qui ne sert plus à rien et qui va nous permettre de continuer à travailler avec le même format d'image, c'est-à-dire qu'on a la même dimension d'image à chaque fois, à droite et à gauche, pour faire le recollage. Je vous explique rapidement, si on s'amusait à recoller les 70 mètres de tapisserie, en fait, au bout d'un moment, on n'a pas de système assez puissant pour le faire d'un coup. Donc on a été obligé de couper la tapisserie en petits morceaux au fur et à mesure qu'on la recollait. De cette manière-là, on a un temps de traitement qui est assez constant, puisqu'on travaille tout le temps sur deux images de même dimension à chaque étape. Donc on a travaillé comme ça pour recoller la tapisserie dans la modalité de lumière du jour. Mais comme les photographies ont été prises dans le même protocole, au même endroit, dans la même position, on a recalé toutes les images infrarouges, ultraviolettes, fluorescentes, ultraviolettes, on les a recalées ensemble. Et au moment de faire le recalage de la lumière de jour, on a recalé toutes les images en même temps ensemble. Donc au final, plutôt que de faire X recalage de X modalités d'éclairage, on a fait un seul recalage, on a recalé tous les panoramas en même temps. En 1h30, toute la tapisserie recalée. On obtient un panorama qui fait 480 000 pixels de long, une image de plus de 10 gigas, qu'on ne peut pas visualiser sur un ordinateur normal. Et on a été obligé d'utiliser des techniques qui sont couramment utilisées dans le milieu de la recherche, à savoir le framework IIIF, la norme IIIF, dédiée à la diffusion d'images, de très grandes images, d'images à haute résolution sur le web. On vous montrera ce que ça donne. Je vais peut-être vous montrer d'ailleurs ce que ça donne. Voilà la tapisserie de Bayeux. Donc l'image complète de la tapisserie, on a une seule image. Pour la visualiser, l'image a été, comme pour une carte de géographie, découpée en tuiles. Et on a plusieurs représentations. On a une énorme représentation de la tapisserie de Bayeux. On appelle ça une image pyramidale. On en a une version plus petite, et ainsi de suite. On a plusieurs clichés contenus dans la même image. De cette manière-là, le moteur de rendu peut afficher sans aucun problème de fluidité la tapisserie de Bayeux, alors que l'image fait 10 gigas, comme votre carte que vous manipulez. Si vous regardez le plan de Paris, vous pouvez zoomer, dézoomer. On utilise les mêmes techniques, en fin de compte. Donc,
on a recalé le fond en lumière du jour et toutes les autres modalités d'éclairage ont également été recalées. Donc on a la possibilité d'afficher différentes couches d'image que vous avez vues tout à l'heure. Je vous ai montré un exemple. Sauf que là, on a le fond entier de la tapisserie dans différentes modalités d'éclairage. En bas de l'interface, vous avez une échelle qui représente les numéros de scène qui sont présents dans la bande numérotée dont a parlé Clémentine tout à l'heure. Et donc cette échelle permet de naviguer assez rapidement sur l'œuvre, ce qui répond déjà à un problème de localisation quand on se trouve sur l'œuvre par rapport aux feuillets qu'on peut trouver dans les livres quand il faut se repérer. On est en train de lire l'étude d'un auteur qui nous réfère à la scène 5 de la tapisserie. Avec ce genre d'outil, on va directement à la scène 5, et si dans le texte, on nous parle de la scène 40, on peut cliquer sur 40, on va directement à la scène 40, donc on résout déjà un problème d'accès et de visualisation à l'œuvre immédiat. On parle peut-être du revers, directement. Clémentine vous a parlé des clichés revers. On a également utilisé l'outil pour recaler le fond revers en même temps que le fond endroit. Voilà. Donc, la visualisation nous permet de regarder en quinconce. Du coup, je vais vous enlever la fluorescence ultraviolette. Donc l'interface nous permet de visualiser la tapisserie sur sa face endroit, mais également sur sa face revers, ce qui est aussi assez original et qui va permettre aux chercheurs et puis aux restaurateurs de pouvoir faire une analyse beaucoup plus poussée, puisqu'on peut voir directement où vont les fils, d'où ils viennent, quels sont les objets, les pièces de restauration, les éléments qui ont été particulièrement modifiés. On peut s'apercevoir que la pièce qu'on voit derrière les deux cavaliers est en fait une seule et même pièce qui s'étend jusqu'en bas de l'œuvre et qui a été complètement restaurée. On voit que la broderie est postérieure en fait, à la restauration de cette pièce. Donc on peut s'apercevoir de phénomènes beaucoup plus rapidement via l'utilisation de cette vision de la face endroit et de la face revers en quinconce. Donc on a eu quelques difficultés à nettoyer ce fond revers dû aux conditions de captation en 83 qui n'étaient pas celles de 2017. En 2017, ils se sont arrangés pour ne pas avoir de détails qui viendraient gêner l'image. C'est à peu près tout. Hop. Je reviens à ma présentation. Autre partie, traitement d'image, l'exploitation des calques de la campagne de 1982-1983. Donc les restauratrices ont utilisé des représentations sur des calques. Elles ont recopié l'iconographie de la face endroit qu'elles ont utilisée sur le revers de l'œuvre pour y marquer les annotations, les endroits qui avaient été altérés, les changements de couleur, les taches, toutes les altérations possibles sur l'œuvre. Accompagné de ces calques, il y a des notes manuscrites et puis un rapport, un constat d'état qui a été réalisé. Et donc toute cette information-là, elle est référencée via le système des cases que vous voyez sur ces calques. Donc une des idées du projet était de récupérer ce quadrillage, de le projeter sur la tapisserie, puisqu'on a un fond de référence, pour pouvoir exploiter et retrouver les informations, les annotations directement en interrogeant les cases. Donc c'est ce qui a été réalisé, toujours avec le laboratoire de recherche du GREC. Je peux vous faire une démonstration. On a récupéré les calques en faisant une extraction. Hop là, ici. Donc on va récupérer un des calques de 1982-1983. Je vais en prendre un sans partie hachurée, pas plus facile. Celui-ci par exemple. Donc voilà, on fait la détection du quadrillage. On détecte les endroits où il y a une intersection. S'il manque de quadrillage, on les rajoute. Hop. Désolé. Hop. Je vais le faire rapidement. Ensuite, on va passer des points de correspondance sur l'œuvre à des endroits choisis.
Et ensuite, on va déformer l'image pour retrouver où se situe le quadrillage. C'est là. Voilà. J'ai placé les points grosso modo. On a fait l'extraction du quadrillage. On se repère avec l'iconographie à gros grains par un système de déformation. On a plaqué la grille dans le référentiel que nous avons construit, puisque le fond sur lequel j'ai fait le recalage de ce calque est le fond de référence de la tapisserie. Du coup, on va enregistrer ce quadrillage-là et ensuite on va le projeter, je vous montrerai tout à l'heure. On a un fond entier qui représente le quadrillage de 82-83, sur lequel, du coup, est indexée toute la documentation des restauratrices de 82-83. Voilà. Autre outil qui va être utilisé pour les chercheurs qui s'intéressent à l'iconographie, c'est un outil de détourage iconographique, extraction du fond et de la face avant, enfin, ce qu'on appelle le foreground et background, c'est-à-dire l'image du fond. Cet outil utilise la librairie Gimmick, qui est aussi développée par le laboratoire d'informatique de l'Université de Caen. Je vais fermer cette fenêtre, c'est la même base. Je ne sais pas si j'aurai le temps. Je prends un peu trop de temps peut-être. Ouais, ça prend un peu trop de temps, je vais plutôt passer. Je vous montrerai plus tard. En tout cas, excusez-moi. Cette technique utilise juste l'indication avec des points verts pour ce qu'on veut conserver en termes d'iconographie, des points rouges pour ce qu'on veut exclure, et ensuite le logiciel s'occupe de faire le détourage de manière automatique. Si on a le temps plus tard, je vous ferai une petite démonstration, mais j'ai déjà pris beaucoup trop de temps. Julia, oui. C'est à toi. D'accord, alors nous allons vous présenter maintenant ce qu'on appelle le système documentaire. Le système d'information documentaire spatialisé, donc on peut passer à la slide d'après. Donc vous avez ici une représentation, un schéma un petit peu global. Donc Arnaud a commencé à vous expliquer un petit peu quelles étaient les interactions entre le fameux fond de référence, donc l'image de la tapisserie, et toute la documentation existante. Donc on va, Clémentine et moi, vous présenter assez rapidement cette base documentaire, comment elle a été constituée et de quels éléments elle est constituée. Donc, le système d'information documentaire spatialisé, comme son nom l'indique, c'est donc aussi un système documentaire. Deux objectifs se croisent qui expliquent l'existence de ce système documentaire au sein du SIDS. Premièrement, le besoin de rassembler en un seul point d'entrée la masse des travaux accumulés en 3 siècles d'études. Et deuxièmement, le projet de restructuration du musée qui s'articule autour de la volonté d'optimiser la valorisation de l'œuvre, tant au niveau de sa conservation-restauration que de sa présentation au public et du parcours muséographique accompagnant son interprétation. Donc on a entre nous l'habitude d'utiliser un terme qui relève des sciences de l'information et qui s'appelle la redocumentarisation, pour indiquer que notre système documentaire a pour but de convertir des documents bruts, sans encodage, par exemple un document papier. J'ai amené ici un des rapports des restauratrices des années 80 qu'il va s'agir de faire rentrer dans le système documentaire. Donc ça, on appelle ça des documents bruts, ou sans encodage fin, par exemple un fichier PDF, en document structuré, par exemple un fichier XML. Je vais revenir assez brièvement sur ces différents types de documents. On entend alors par structuré des documents dans lesquels un encodage est produit pour distinguer à l'intérieur du document ce qui relève de la forme d'un côté et ce qui relève du fond ou du contenu de l'autre. Pour le dire autrement, de distinguer ce qui relève du contenu d'une part et de son support d'autre part. Pour le dire encore autrement, de distinguer la structure logique d'un document et sa structure physique. En faisant cela, le numérique permet de multiplier et de préciser les accès à tout ou partie des documents selon des critères de recherche riches et diversifiés. Dans notre système documentaire, cela permet notamment de décrire finement les documents et de mettre en relation ceux qui partagent des caractéristiques communes. Cela permet encore de projeter sur l'image numérique de la tapisserie que vient de vous montrer Arnaud, la documentation qui concerne telle ou telle zone. Toutes ces données structurées dans un format XML pivot
encodés selon des standards internationaux, peuvent être édités sur différents supports, sur papier ou sur le web. C'est donc la partie droite de l'actuel schéma. Donc le système documentaire est organisé en 3 espaces dédiés. Premièrement, la base documentaire. Deuxièmement, la base de texte. Et troisièmement, un ensemble d'outils permettant notamment d'avoir accès à des ressources distantes, des ressources extérieures au SIDS, par exemple des publications scientifiques, des thésaurus ou des bases bibliographiques qui ont été constituées indépendamment de cet outil ou avant chronologiquement, par exemple. Donc nous allons brièvement vous présenter ces 3 bases et leurs articulations, en commençant par la base documentaire. Et je laisse d'abord la parole à Clémentine qui va vous exposer les collections actuelles qui la constituent. Donc cette base de données documentaire, elle a été créée dès le début du projet, elle a été réfléchie dès les premiers échanges avec l'Université de Caen pour réunir l'ensemble des documents qui renseignent sur l'évolution de l'état matériel de l'œuvre, comme je l'expliquais tout à l'heure. Donc cette base de données, elle est aujourd'hui riche de 9 collections, composées donc de 5000 notices catalographiques qui viennent décrire dans le respect des normes archivistiques ces ensembles d'objets documentaires. Donc la plupart sont des clichés photographiques, mais il y a également des rapports, des analyses, des études ou des prélèvements qui ont été réalisés sur l'œuvre. Donc voici le plan de classement de cette base de données documentaire. L'idée étant donc de réunir de manière dématérialisée les documents aujourd'hui éparpillés dans ces différentes collections et évidemment dans l'indexation ne pas perdre la mention de leur origine. Donc je vais rapidement vous faire un passage en vue de ce qu'il y a dans cette base de données documentaire. Donc avec un premier lot documentaire qui est le plus ancien de la base, qui est la première couverture photographique qui a été réalisée en 1871 par Dosseter sous la direction de Kundal du South Kensington Museum, aujourd'hui Victoria and Albert Museum. Donc réalisée selon la technique de la colotypie à l'échelle 1/2 et rehaussée à l'aquarelle. Donc c'est important ce lot documentaire pour nous, puisque c'est la première source qui nous permet de visualiser un état sans interprétation de la toile, puisque avant on n'a que des dessins, et évidemment un dessin dit aussi interprétation du dessinateur qui dessine comme il veut ce qu'il voit. Donc là on voit vraiment un premier état brut de l'évolution de l'état matériel de l'œuvre, donc en l'occurrence en 1871. Et vous remarquerez que la bande numérotée n'est pas affichée puisqu'elle n'intéressait pas grand monde et même aujourd'hui encore, elle intéresse peu de personnes dans le monde de la recherche, ce qui est assez dommage puisque c'est une ancienne bande de toile. Donc ensuite, durant la Seconde Guerre mondiale, une période relativement courte mais qui a été extrêmement mouvementée pour la tapisserie de Bayeux. Ce qui est particulièrement intéressant pour nous, c'est qu'on a 3 couvertures photographiques de l'endroit de l'œuvre durant cette période. Donc en 1940, 41 et 44, ce qui nous permet de renseigner de l'évolution de son état aux extrémités de ces dates de la Seconde Guerre mondiale. Effectivement, pendant ces quelques années, elle a été beaucoup bougée pour diverses raisons, pour sa mise à l'abri, pour son étude, pour sa préservation et pour son exposition au Louvre en 44. Donc on peut, parmi l'ensemble des études qui ont résulté de la campagne des Allemands en 1941, indiquer la présence de la première étude colorimétrique des laines de l'œuvre, ce qui est particulièrement intéressant pour nous, puisque les couleurs ont évolué avec le temps. Donc ensuite, la campagne d'études 1982-83, dont on vous a parlé plusieurs fois, qui est une masse documentaire particulièrement importante pour nous, où on a plusieurs couvertures photographiques, endroits, revers, des macros photographiques et un ensemble de prélèvements. Un ensemble de 4 rapports décennaux réalisés par le laboratoire de recherche des monuments historiques, réalisés depuis la mise en place de la vitrine actuelle en 1983. Donc en amont du premier rapport ont été sélectionnées une 50aine de zones particulièrement altérées de la toile qui ont ensuite été pris en photo tous les 10 ans. Donc vous voyez là un exemple. Donc en 85, 95, 2006 et 2014, un ensemble de clichés réalisés qui a permis de déduire que visuellement l'œuvre n'a pas du tout bougé d'un fil depuis 83. Et enfin, donc, le projet de restructuration du musée de la tapisserie de Bayeux a été l'occasion de lancer des études sur l'existant et sur la présentation actuelle. Et parmi ces études, donc, 2 campagnes d'imagerie multispectrale dont Arnaud parlait, avec une première campagne réalisée par le C2RMF en 2016 sur les 3 premiers mètres de l'œuvre,
qui ont permis de réaliser des préconisations pour la campagne multispectrale de la Fabrique de patrimoine en Normandie en 2017 et cette fois sur l'ensemble de l'œuvre. Alors, un petit mot sur la méthodologie de travail pour faire cette base documentaire. Je vais passer un petit peu rapidement parce que je vois que le temps tourne et sinon on ne va pas du tout tenir les délais, ça va aller. D'accord. Ce qu'il faut retenir peut-être du point de vue un petit peu technique, c'est que ces notices catalographiques pointent vers des documents référencés. Elles sont conçues comme les éléments d'un fonds d'archives et sont réparties dans les collections que Clémentine vient de vous présenter. Elles sont donc structurées, comme on dit, encodées ou encore décrites ou annotées dans un vocabulaire dédié au monde de l'archivistique et des bibliothèques qui s'appelle l'EAD, l'EAD signifiant Encoding Archival Description. C'est un standard très utilisé en bibliothèque pour la description des manuscrits. Ce vocabulaire a pour but de développer un modèle permettant de traiter les instruments de recherche existants dans leur diversité de formes et de structures. Il a aussi pour but de restituer l'organisation hiérarchisée des instruments de recherche et il a enfin pour but de conserver le principe d'héritage des informations entre les niveaux, c'est-à-dire que, sauf mention contraire, une information relative à un niveau supérieur s'applique également aux niveaux qui lui sont subordonnés. Donc vous avez ici une capture d'écran de la saisie d'une de ces fiches catalographiques qui décrit un document. Il s'agit en l'occurrence d'une photo d'un détail de la scène 2. Donc c'est un petit peu loin pour vous probablement, mais on peut apercevoir que le rédacteur de cette fiche a pu renseigner différents éléments, en particulier des éléments d'identification, des éléments de description et enfin des éléments de localisation du document sur la tapisserie elle-même. La localisation, en particulier, renseigne des coordonnées qui permettent de projeter la fiche catalographique sur le fond de référence et ainsi de faire voir à l'utilisateur de la plateforme quels sont les documents qui traitent de tel ou tel motif ou zone plus large de la tapisserie. Arnaud vous montrera tout à l'heure comment ça fonctionne au cours de la démo. Sur la slide suivante, vous pouvez maintenant voir cette nouvelle fiche une fois mise en ligne. Pour la mise en place d'une solution d'exposition des données de la base documentaire, c'est l'outil open source Pléiade qui a été retenu. La mission première de cet outil est de permettre la diffusion d'instruments de recherche archivistiques dans une architecture web. Alors Pléiade présente néanmoins des inconvénients et une solution alternative est en cours de développement au CERTIC. Un nouvel outil d'exposition des notices en EAD est donc en cours de développement à l'université de Caen. Après la base documentaire, nous avons la base de texte. Donc je vais la présenter assez rapidement. Cette base de texte a d'abord vocation à accueillir des ressources textuelles. On peut typer ces ressources du point de vue documentaire et du point de vue disciplinaire. Du point de vue documentaire, on va trouver dans cette base 3 types de documents. Des documents bruts, préexistants, des documents structurés, produits et stockés dans le cadre du système documentaire, puis au 3e niveau, les ressources structurées distantes à indexer au système documentaire selon des modalités qui restent encore à préciser, nous allons y revenir rapidement. Alors, on oppose donc encore ici le brut et le structuré. Je prends quelques secondes pour bien insister sur cette distinction qui n'est pas forcément très claire, qui relève un petit peu de notre jargon. Alors, pour essayer de résumer, le document brut, c'est le document dont le texte n'est pas ou peu annoté ou encodé finement du point de vue informatique. Le document brut dont le texte n'est pas du tout annoté, encodé, c'est un document papier, par exemple, qu'il va falloir faire passer du statut manuscrit ou imprimé au statut numérique. Le document brut dont le texte est peu annoté, encodé, c'est déjà un objet numérique, mais dont on va considérer que l'encodage donne trop peu d'informations sur les données qu'il contient. Ça peut être par exemple un fichier PDF, comme je le disais tout à l'heure, qu'il va s'agir de transformer au format textuel numérique avec des éléments de description dans le code qui descendent à un niveau très bas. On va chercher à encoder, par exemple, les séquences de texte dans lesquelles les auteurs décrivent les événements des scènes ou bien encore celles dans lesquelles des restaurateurs identifient dans leur rapport les causes d'un phénomène textile, des trous, des déchirures ou des taches, par exemple.
Pour ce faire, on va insérer de chaque côté des séquences textuelles qui fournissent une information qu'on juge pertinente ou intéressante, un code informatique descriptif. On pourra par la suite traiter ce code pour afficher les données, les mettre en forme ou les filtrer de manière à mieux les identifier. A contrario, les documents dits structurés sont nativement encodés selon un niveau de description fin, en XML, et déclinés dans des vocabulaires de description, l'EAD dont je viens de vous parler, et la TEI, la Text Encoding Initiative, pour les textes longs. Évidemment, le but de ce travail d'encodage approfondi, c'est de proposer à l'utilisateur des solutions de lecture, d'analyse et de croisement des données. Le tout pour favoriser, là encore, l'étude même de la tapisserie de Bayeux. Alors, parmi effectivement les documents bruts préexistants sur lesquels des acteurs du projet sont déjà en train de travailler, on peut préciser qu'ils relèvent de 2 domaines. D'abord, la recherche scientifique et la conservation-restauration. Donc, on va avoir dans notre base de texte à la fois des documents qui relèvent de publications scientifiques. Vous avez à l'écran ici la première de couverture des actes du colloque de Cerisy consacré à la tapisserie de Bayeux, publié en 2004 aux presses universitaires de Caen. Et puis nous allons avoir aussi des textes issus du monde de la restauration-conservation, propres au constat d'état matériel de la tapisserie. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de donner accès à l'utilisateur à l'ensemble des textes et même à lui fournir un moteur de recherche pour que l'utilisateur fasse des recherches un petit peu plus fines dans ces documents. Donc il y a un objectif premièrement de diffusion, d'édition, et puis aussi un objectif d'analyse de données, de requêtage des données. Oui. Alors, ultimement, le système documentaire a pour vocation à s'auto-alimenter avec des travaux conçus et produits dans la plateforme. Alors des travaux d'étudiants sont déjà à l'œuvre et exploitent les fonctionnalités du SIDS. Voilà, ça c'est très bien. On peut citer des travaux déjà en informatique qui relèvent de la fouille de texte et en histoire également. À l'université de Caen, 2 étudiantes de master en histoire travaillent grâce à l'outil de détourage que vient de vous présenter Arnaud, à l'étude des animaux présents sur la tapisserie de Bayeux. Alors je crois qu'elles ne travaillent pas sur tous les animaux parce que le travail serait trop conséquent, mais une partie des animaux et une autre sur les navires. Voilà. Donc on pourra vous donner des précisions sur ces travaux-là si ça vous intéresse évidemment. Alors pour les documents qui relèvent de la conservation-restauration, ils seront nativement structurés. On peut citer le prochain constat d'état et le prochain rapport d'étude. Ceux-ci seront directement rédigés dans un éditeur XML. Ils feront l'objet d'une publication multi-support. La version papier pour le ministère de la Culture, entre autres, et la version numérique pour tous les publics. Les versions numériques pourront d'ailleurs faire l'objet de notices catalographiques dans la base documentaire. Il y a évidemment une communication entre ces bases. Et ces documents deviendront, comme leurs prédécesseurs des années 80, des archives essentielles du point de vue de l'histoire de la restauration de la tapisserie. Le rapport intégrera directement des zones d'intérêt et leurs annotations afférentes produites par les restauratrices dans le SIDS, ces annotations étant elles aussi nativement structurées en XML. Alors, à terme, donc, des ressources externes viendront alimenter ce système documentaire. Ces ressources pourront être liées, alors soit par l'ajout d'un icône de lien ou stockées dans le système documentaire. On pourra notamment faire des ponts avec d'autres bases, également encodées selon les mêmes standards que le système documentaire. L'idée, c'est toujours la même. On veut favoriser le dialogue autour de l'étude de la tapisserie en agrégeant par exemple des articles scientifiques, des bases bibliographiques, des bases d'autorité ou encore des thésaurus ayant leur vie propre dans d'autres bases. L'objectif du système documentaire est bien sûr de réunir en un seul point un maximum de données documentaires passés, donc rapports d'études, articles, relevés graphiques et photographiques, prélèvements, etc., et futurs, afin d'offrir un outil de référence au monde scientifique. Cet outil, à vocation collective et internationale, est également destiné à favoriser les travaux entre les experts de toutes disciplines et nationalités, notamment français et britanniques. À terme, son interface sera d'ailleurs proposée en français et en anglais. Pour finir, quelques mots sur la méthodologie de travail adoptée avant de laisser la parole à Arnaud pour une démonstration du SIDS.
Alors, évidemment, pour les documents bruts préexistants, qui ne sont donc pas nativement numériques et structurés, la tâche a été un petit peu, disons, rugueuse. Un certain nombre d'opérations ont été nécessaires à leur redocumentarisation. Si on prend l'exemple du dernier rapport d'études fait à ce jour sur l'état matériel de la tapisserie de Bayeux et dactylographiée, voici comment nous avons procédé. Merci. Alors, on prend l'exemple des notes manuscrites qui ont servi à constituer ce rapport. Donc on a d'abord récupéré des documents sous la forme que vous avez ici en capture, c'est-à-dire des documents papier. Ces notes ont été produites par la restauratrice qui a coordonné l'étude de 1982-1983 qui s'appelle Isabelle Béda. Donc vous avez donc ici un exemple de notes et de tableaux qu'il a fallu convertir donc pour basculer ces informations dans le SIDS dans un certain nombre de formats pivots. Donc ici plutôt un format de tableur. Je passe assez vite parce que je vois que le temps passe quand même. Puis ultimement dans un format, donc le fameux format XML dont je parle depuis le début, qui va être notre format final pour la base de texte. Donc vous voyez que les données ont suivi un workflow de traitement en passant par plusieurs supports. Mais de cette manière-là, on garantit à l'utilisateur non seulement un affichage web pertinent et fidèle à l'original, mais aussi un accès à un ensemble d'outils de filtres et de requêtage permettant à l'utilisateur de mieux naviguer dans cette masse de données volumineuse. Alors, on peut passer à la capture. Voilà. Non, mais il n'y a pas de mal. On a aussi travaillé au pôle documents numériques et au CERTIC à des interfaces d'annotation et de structuration et d'édition. Alors pour l'interface d'annotation, vous avez ici une capture de l'outil qui a été réalisé et qui va permettre donc aux restauratrices qui vont bientôt commencer leur constat d'état de sélectionner à gauche une zone d'intérêt sur la tapisserie et d'introduire des annotations, de lier des annotations à cette zone d'intérêt dans la fenêtre de droite en produisant une notice et en sélectionnant un certain nombre d'informations suivant un modèle de données qui a été produit avec elle, en collaboration avec elle. Arnaud vous fera une petite démo, donc je passe un peu rapidement. On peut passer à la slide suivante sur peut-être une dernière capture d'écran, qui est celle de l'éditeur XML, dans lesquels les restauratrices vont saisir directement leur rapport d'étude à la suite du constat d'état. Je remercie d'ailleurs les deux restauratrices qui vont coordonner la rédaction de ce rapport et qui ont accepté donc de travailler directement dans cet outil-là. Donc, notre travail, nous, au pôle documents numériques, c'est de réaliser ce type d'interface permettant une saisie directe des travaux dans notre langage XML et donc un accès directement à la base documentaire. On va passer parce que je crois que... Vas-y. Petite démo. Je peux lancer la démo. Si vous avez des questions, du coup, le temps que je mette ça en place. Alors, dans ce cas-là, Arnaud, si on a 30 secondes, j'ai été particulièrement vite, mais on voulait mettre l'accent avec cette dernière diapositive sur la philosophie qu'on essaye de promouvoir à l'université de Caen en faveur des outils libres et puis des standards internationaux issus du monde de la recherche et du monde de l'archivistique. L'objectif, c'est de faciliter l'échange des données, la pérennisation et l'archivage des données qui sont dans le système documentaire que nous venons de vous présenter et de permettre donc à d'autres données issues d'autres bases de rejoindre notre base documentaire, notre base de texte. J'ai cité les thésaurus, on en aurait pu parler aussi d'une base bibliographique qu'on va mettre en place prochainement. Et tout ça est issu aussi du domaine de la recherche et du fair data. Mais est-ce que tu peux revenir, Arnaud? Non, tu peux plus trop revenir. Je peux revenir. Je peux pas revenir. Non, mais c'est pas grave. Enfin, pour le dire d'un mot vraiment pour conclure et laisser la main à Arnaud, je t'en prie.
On voudrait introduire aussi dans le monde de l'archivistique et de la documentation des principes qui nous animent, nous, dans le monde de la recherche, et qui concernent l'open science, l'open data, qui sont des recommandations européennes et du ministère, qui nous enjoignent à publier de plus en plus non seulement les résultats de la recherche, mais aussi les données brutes qui ont permis de constituer les résultats de cette recherche. Donc l'ensemble des données qui vous sont ici décrites dans le système documentaire seront accessibles aux utilisateurs. Voilà. A priori. Ça dépend des publics. Pour l'instant, aux utilisateurs qui ont été sélectionnés, qui sont des experts et qui ont été choisis par le comité scientifique dans le cadre de travaux qui sont programmés. Voilà. Donc pas le grand public. D'équipe de recherche pour l'instant. Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Nous aimerions que le résultat de la visualisation soit accessible à tous, puisque évidemment, diffuser la connaissance, c'est notre credo. Pour le moment, le système est fermé. Je vous présente ici, par exemple, je vous ai montré tout à l'heure l'environnement de visualisation, où on a vu toutes les couches multispectrales. Là, ici, vous avez un environnement qui est dédié à la restauration. C'est celui qui va être utilisé dès le mois de janvier par les restauratrices pour annoter toutes les altérations de la face endroit. Donc, pour l'exemple, on vous a dessiné de l'iconographie, c'est le plus représentatif. Mais le principe est le suivant, on utilise des outils de dessin, donc on utilise généralement en géographie sur des cartes. C'est une librairie de manipulation d'objets cartographiques, généralement. Et nous les utilisons pour donc du coup déterminer des zones d'intérêt. Donc cette géométrie, ça peut être des lignes, des points ou des polygones. À cette géométrie, du coup, on va attacher une fiche d'annotation, comme vous le disiez tout à l'heure, Julia, dans lequel on a tout un tas de spécificités qui sont liées à la restauration. Alors, bon, là, c'est la couronne, mais si on avait pris les tâches qui sont ici, par exemple, donc altération optique de type tâche, on va spécifier quelle est la couleur de la tâche, voilà, rouge, et on va donner tout un tas d'informations qui vont nous permettre de faire l'observation, le diagnostic de l'altération observée. Et ensuite, ça va nous fournir une fiche d'annotation qui va permettre de décrire cette géométrie. Toute la base du système va être basée sur ce principe. On détermine une zone dont on a envie de parler, on fait une annotation. Là, c'est dans le domaine de la restauration, dans le domaine de la recherche. On pourra très bien juste attacher une référence bibliographique, un auteur qui parle. On parlait tout à l'heure des fables. On va aller repérer à un endroit où on discute le corbeau et le renard. Voilà. On va aller dessiner la zone. Alors, je vous le fais vraiment rapidement. On va déterminer que cette zone, j'ai envie d'en parler, je veux discuter, de mettre un lien bibliographique qui a attrait au corbeau et au renard. Je vais inscrire dans mon modèle d'annotation la mention, la référence, Ésope, ou quel en est l'auteur, les références bibliographiques, ce que j'ai envie d'en dire, une annotation juste. Je pense que c'est la représentation du corbeau et le renard, c'est une forme d'annotation. Voilà, voilà le principe en fait. Et puis, pour faire le lien avec ce que je vous ai montré tout à l'heure, je vais désélectionner ma zone. La grille des calques que nous avons commencé à recaler ensemble tout à l'heure, elle est présente ici entièrement. Et donc, on peut interroger ce système calque. Et donc là, je vais directement faire une interrogation de mon système documentaire. La case est référencée comme étant la case F11. Elle peut recouper d'autres zones géométriques qui seraient à cet endroit dessinées par d'autres personnes. Et toutes les références bibliographiques de la base documentaire qui contiennent cette case F11 dans leur système de localisation remontent à l'extraction des données. Donc on boucle la démonstration. On a indexé la documentation sur une zone de la tapisserie. Via notre système de localisation et le recoupage des géométries, on récupère toute la documentation disponible, les calques, les images, dans toutes les modalités différentes, éventuellement des rapports, des échantillons dont on n'a pas l'aperçu, mais c'est un échantillon de laine. Et on récupère aussi les tableaux des notes manuscrites des restauratrices de 81 et 83, qui ne sont pour l'instant pas formatés, mais qu'on récupère sous forme tabulaire.
et qu'on peut du coup interroger. On va travailler sur l'amélioration de ce rendu. En tout cas, on a accès à cette documentation directement via l'interrogation spatiale. J'ai interrogé le fond de manière spatiale sur une zone et j'ai récupéré toute la documentation qui est rattachée ou qui recoupe cette zone. Je vous remercie beaucoup. Nous allons passer aux questions. J'imagine qu'il y en a beaucoup. Et comme la séance est captée, je vous demanderai de lever la main pour poser une question, pour que les auditeurs qui suivront ça en ligne puissent écouter la question que vous posez également. Voilà. Donc je signale également que sur le site de l'INHA, dans la présentation de la séance de ce soir, on a ajouté aujourd'hui 2 références bibliographiques, donc 2 articles qui ont été publiés par l'équipe de recherche sur Tabulata et InVisu. Et donc vous pourrez avoir, en téléchargeant ces articles, des informations plus précises sur différents aspects qui ont été présentés ce soir. Donc est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle, s'il vous plaît ? Bonsoir tout le monde et merci beaucoup pour votre exposé. J'ai remarqué que c'était l'université de Caen qui avait fait ce travail. Est-ce qu'il y a eu des ajouts de chercheurs anglais ? Est-ce que vous avez collaboré avec une équipe anglaise ? Oui, alors on est en contact avec le British Museum, et notamment Michael Lewis dont on a parlé tout à l'heure, et d'autres chercheurs. Il y a une thèse qui a été lancée dernièrement du côté anglais, aussi du côté français. Le principe est à l'ouverture. Donc pour l'instant, il n'y a pas de limite à travailler avec d'autres collègues. En l'occurrence, donc Michael Lewis, dont fait référence Arnaud, fait partie du comité scientifique du projet de restructuration du musée. Donc c'est aussi à ce titre qu'il suit le cours du développement de cet outil. On est aussi en contact avec d'autres chercheurs et d'autres conservateurs côté britannique. Shirley-Anne Brown, par exemple, Shirley-Anne Brown qui a fait un très gros travail sur la bibliographie de l'œuvre. Vous avez une somme qui est sortie en 2013 ou 2016 où elle réunit plus de 1000 références qu'elle a tout lu, tout étudié. Effectivement, elle a une excellente connaissance de la tapisserie de Bayeux et elle nous suit aussi sur le projet. Un des buts, un des travaux qui va être réalisé va être de récupérer son travail bibliographique pour essayer de l'indexer sur l'œuvre également. D'autres questions ? Donc c'est un travail pas seulement de 2 nationalités, puisqu'il y a des recherches dans le monde entier sur cette broderie. Oui. Oui. Bien sûr. Quels pays ? Voilà, c'est très vaste. Il y a le Japon, par exemple, qui ont travaillé avec nous sur une expo il y a quelques années sur les emakimono. On a des Allemands, on a en Amérique du Sud, je crois qu'on a eu un contact il n'y a pas longtemps avec un Brésilien. Enfin voilà, il y a un peu partout des chercheurs qui s'intéressent à l'œuvre. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Merci pour cette présentation, c'était passionnant. J'avais une première question sur la façon dont vous stockez les coordonnées des annotations dans la base de données, sous quelle forme ? C'est stocké au format GeoJSON, donc pour respecter les standards qui sont utilisés en géo, généralement. D'accord. Avec des objets géométriques qu'on voit à l'écran de type polygone, multipolygone, point, multipoint, ligne, multiligne. Et il y a une conversion en fait des coordonnées entre les pixels et les centimètres, puisque par exemple les restauratrices travaillent en centimètres, donc on a une récupération approximative des aires, puisque de toute façon notre fond de référence n'est qu'une représentation de l'œuvre. On ne peut pas en faire une représentation réelle. Merci. J'avais une deuxième question, c'était sur les modèles d'annotation. Donc, si j'ai bien compris, vous avez différents
différents masques de saisie pour les annotations selon le public qui fait ces annotations. Est-ce qu'il y a des modèles, des modèles standards sur les différents formats d'annotation ? On n'a pas de modèle standard. On sait que toujours dans notre souci de structurer l'information, on va plutôt utiliser des modèles XML, en tout cas, pour stocker cette information ou définir les modèles d'annotation. Pour le moment, on a travaillé uniquement pour les restauratrices. Donc on a un seul modèle d'annotation, qui est celui des restauratrices. On va entamer des travaux pour les chercheurs, pour un espace pour que le musée est un espace, un environnement muséographique. Et on a aussi démarré avec les Britanniques un travail sur l'aspect pédagogique de la tapisserie, donc dédié à un environnement à la pédagogie. Et donc pour tous ces environnements-là, on va déjà travailler sur un modèle de base d'annotation qu'on va pouvoir décliner et enrichir et du coup éventuellement même adapter en fait aux besoins, je pense aux chercheurs notamment, suivant le sujet, le thème sur lequel ils travaillent, ils ne vont pas avoir besoin du même modèle d'annotation. Donc l'idée de pouvoir faire adapter le modèle d'annotation aux besoins de l'utilisateur. Une dernière question sur si le fait de délivrer une image de 10 gigas, ça avait nécessité des adaptations particulières du logiciel qui est derrière ou des spécifications particulières au niveau du serveur d'image. Déjà le format de l'image. Donc une image de cette taille-là ne fonctionne pas avec les standards habituels. Donc on a utilisé du TIFF64 déjà pour dépasser la limitation des 4 gigas. Ensuite, le serveur d'image qui a été utilisé, c'est 2IP Server, qui est réalisé par Ruven Pilet, qui travaille également au C2RMF. Et donc, il n'y a pas d'adaptation spécifique. Juste l'image, comme j'expliquais tout à l'heure, a été d'abord tuilée, et puis elle est aussi pyramidale, donc elle comporte, à l'intérieur de l'image, il y a plusieurs couches de cette image, la même image avec des formats de zoom différents. Donc c'est la seule adaptation effectivement qu'on a réalisée. Il n'y a rien de spécial en fait, à part que le rendu est fait en AAAF, donc ça nous permet d'avoir un accès à l'image très rapide, avec un système de coordonnées efficace, des niveaux de zoom différents, d'une manière fluide. Voilà. Est-ce que vous réutilisez dans vos interfaces d'administration ou de présentation des coordonnées, coordonnées 3IF Oui, le but est justement de les conserver. Alors, on n'a pas abordé tous les points du projet, mais effectivement, la pérennité de citabilité est assez essentielle. Donc, effectivement, on ne le voit pas, on ne l'a pas encore à l'écran, par exemple ici. Si je l'ai, non, je ne l'ai pas groupé, dégroupé, non. C'est en cours de développement sur une autre interface. On va avoir la possibilité, par exemple, je vais prendre le cheval, on a l'image qu'on voit, l'aperçu qu'on voit ici est déjà une image en AAAF, c'est-à-dire que c'est la même image qu'on a en bas, une boîte englobante avec des coordonnées et puis un rendu qui est là tout petit, qui doit faire 100 pixels de haut. On va avoir la possibilité de récupérer cette image, de la recentrer, d'agrandir l'espace qu'on voit, tout en conservant la coordonnée. C'est-à-dire que si on utilise cette URL, on récupérera immédiatement l'image sur le bon fond, dans le bon environnement. C'est essentiel de pouvoir conserver ces coordonnées. On utilisera notamment à terme, on espère le mettre en place. On a déjà commencé à construire un serveur. On va utiliser Arc pour permettre la citabilité de ce genre d'URL. Merci beaucoup. J'avais une question concernant les dates du projet, le planning, parce que c'est sûr que quand vous faites une démonstration d'une interface si intéressante, comme Madame, on a envie que ça serve au grand public, que ce soit accessible à tout le monde. Et donc, est-ce que vous pouvez nous préciser quel est un peu le calendrier du projet et quelle sera sa diffusion en fait? Qui pourra s'en servir, l'utiliser ou juste le visualiser? Alors, dans un premier temps, donc, ça va être le monde de la conservation-restauration vis-à-vis du constat d'état de janvier prochain, donc, qui auront un accès à l'outil, mais de façon plus ouverte. On parlait tout à l'heure du monde de la recherche. On est en train de commencer à travailler donc, avec
2 étudiantes en master qui commencent à prendre en main l'outil. Il y a 2 thèses qui viennent d'être lancées là en septembre de 2 étudiantes qui vont aussi être amenées à utiliser l'outil. Donc on voit qu'on commence là dans les prochains mois, on va commencer à toucher le monde de la recherche et les chercheurs qui souhaitent nous rejoindre sur ce projet. On est en contact également avec Charlie-Anne Brand, dont on parlait tout à l'heure, Alexandra Lester-Makin qui travaille à l'Université de Manchester sur les images du revers. Donc pour le monde de la recherche, c'est en cours, on est en train de multiplier les contacts. Alors évidemment, votre question c'est est-ce que le grand public aura accès à l'outil ? Déjà, il aura un accès particulier dans le musée, puisque l'outil sera... Pardon ? C'est déjà le cas. C'est déjà le cas, c'est vrai, dans une version vraiment très simplifiée. Actuellement, l'outil est visible dans le parcours du musée actuellement. On peut se balader sur l'endroit et le revers de l'œuvre, ce qui est déjà plutôt pas mal. Mais effectivement, dans le futur musée, il aura une place toute particulière en tant que dispositif de médiation qui permettra aux visiteurs d'explorer l'œuvre. On fera un tri dans les annotations et on travaillera pour les adapter à un discours grand public, évidemment, parce qu'on ne va pas redonner les données brutes des chercheurs, mais effectivement, les visiteurs pourront se balader dans l'outil, dans le parcours, et explorer, poser toutes les questions qui leur viennent sur l'œuvre, pouvoir cliquer sur un détail, qu'est-ce qui se passe ici, je voudrais voir. Donc c'est un peu l'idée, l'objectif un peu final de l'outil. Alors sinon, pour le grand public chez soi, c'est une question qui reste à envisager. Nous, ce qu'on souhaiterait, c'est au moins de pouvoir rendre accessible l'image de l'œuvre, endroit et éventuellement revers, pour que n'importe qui, partout dans le monde, puisse voir la tapisserie en haute définition, ne serait-ce que pour appuyer les recherches et puis même les personnes chez elles, si elles ont envie d'aller voir ce qui se passe, d'aller voir les détails, parce que comme je disais tout à l'heure, il y a 1500 motifs brodés. Donc effectivement, on a envie, on le sent bien quand les visiteurs viennent visiter l'œuvre, devant la vitrine, ils ont envie de discuter, tiens, j'ai repéré tel ou tel détail, les gens ont envie de discuter autour de l'œuvre. Donc effectivement, cet accès au moins à l'image de l'endroit de l'œuvre en haute def, c'est un objectif qu'on a en tête et qu'on aimerait, dans les prochains mois, prochaines années, discuter ensemble et avec les services de l'État également pour rendre accessible donc, cette image à tous. Pour résumer, je suis étourdi, je vous l'avoue, devant les agrandissements qui donnent des renseignements inestimables sur les fils, sur les couleurs, disposition des couches, les assemblages discutés et indiscutables maintenant, c'est colossal. D'ici 2-3 ans, je pourrais venir chez vous travailler. Voilà la question. J'ose plus écrire là-dessus. On a apporté un document inestimable. Enfin, j'ai jamais vu ça, moi. On travaille parallèlement donc au parcours qui sera accessible au grand public, à l'ouverture d'un centre de documentation dans le futur musée, dans lequel on pourra accueillir quelques donc, chercheurs. Je préfère ce travail-là dans 2-3 ans. 2-3 ans, c'est un peu rapide, mais à la réouverture. 5 ans. Non, 2019, dans 6 ans. Il sera préférable pour un chercheur de venir chez vous qu'avec son appareil chez soi. Ah oui, bien sûr. L'outil lui-même, avec toutes les fonctionnalités, devra être accessible dans le centre de documentation avec un accueil particulier des chercheurs. Vous aurez des postes adaptés à la notation. Parce que techniquement, on n'est pas toujours maître de tous ces appareils, n'est-ce pas ? Ah oui. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y aura des gens le peu que vous avez montré, c'est phénoménal. Ah oui, c'est vrai. Mais effectivement, dans ce futur centre de documentation, l'idée, c'est qu'on puisse accueillir les chercheurs en leur donnant les clés d'accès à cet outil, permettre sur plusieurs postes adaptés donc, à la notation, avec différents écrans qui vous permettront de voir l'œuvre, de voir de la documentation, de pouvoir tout analyser d'un seul regard dans ce futur centre de documentation. Donc ce sera possible avec des personnes qui vous accueilleront et qui vous diront exactement comment on fait. Donc on se donne rendez-vous dans 5-6 ans. Moi, j'ai une question un peu parallèle qui s'adresse surtout à Clémentine Berthelot, plutôt dans l'ordre de la mercerie. Oui. Est-ce que toutes les parties de l'œuvre sont
accessibles justement à la vente à la mercerie pour pouvoir les reproduire sur un plan de la broderie personnelle, faire une broderie personnelle à partir de faire l'ensemble de l'œuvre chez vous? Oui, est-ce qu'il y a tous les tableaux ou il y en a seulement certains qui sont accessibles à la vente à la mercerie? Alors, c'est une bonne question. Je sais qu'il y a les scènes principales. Comment? Les scènes principales, évidemment, qu'est-ce qu'on sont appelle proposées. les scènes principales? Ça va être le serment, la traversée, le couronnement, voilà, les scènes les plus marquantes Mais pas visuellement. tout, quoi. Je pense que vous pouvez trouver en dehors du musée, il y a effectivement probablement des revendeurs qui proposent ce genre de prestations, j'imagine. Je ne saurais pas vous dire exactement où, mais oui, je pense que ça existe. Il y a tellement de personnes qui se réapproprient l'œuvre et qui souhaitent la refaire que oui, ça doit se trouver. Oui. Ne pas trouver. Je me demandais si il y aurait un projet de numérisation d'une tapisserie bis grâce à tous ces travaux numériques. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui y a pensé? Parce qu'elle est très usée, cette tapisserie. Peut-être que bah oui, la reproduction de l'œuvre, ça ne sera jamais l'œuvre, évidemment. Mais est-ce qu'il n'est pas prévu de reconstruire, pas à l'identique exactement, mais grâce à tous ces travaux numériques? On retombe sur la question de la mercerie, mais grâce à toutes ces numérisations, on peut ça va peut-être pouvoir faciliter la reproduction de l'œuvre au plus près. C'est pas forcément un des buts qui est recherché par la numérisation et le travail sur la tapisserie numérisée. C'est-à-dire, le but recherché est d'améliorer la connaissance de l'œuvre en rassemblant la documentation et pas encore d'en faire un nouveau produit d'appel sur un sujet particulier. Il n'y a pas de limite à partir du moment où on l'a numérisé, mais ce n'est pas le but recherché prioritairement. D'accord. D'autre part, en Angleterre, est-ce qu'il y a d'autres œuvres qui ressembleraient à celle-là? Il y en a une qui lui ressemble énormément, c'est sa copie intégrale au musée de Reading, une copie qui a été réalisée à la fin du 19e siècle. Mais il y a quelques détails qui changent à cause de l'esprit pieux de l'époque qui ne voulait pas représenter les scènes de nu. Mais à part ça, c'est la copie conforme de l'œuvre. Et je voulais juste rebondir sur votre remarque juste avant. Donc nous, ce qu'on cherche à faire, c'est appuyer la communauté scientifique, les travaux, mais absolument pas de substituer l'œuvre originale. C'est-à-dire qu'on veut toujours promouvoir la visite de l'œuvre, parce qu'il n'y a que devant l'œuvre originale qu'on peut vraiment s'approcher d'elle, se rendre compte de ses dimensions monumentales. Tout à l'heure, Arnaud parlait de l'épaisseur de la broderie. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve pas forcément facilement sur une image numérique. Donc, on veut magnifier l'œuvre, mais pas la remplacer par le numérique, bien évidemment. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va en terminer rapidement alors. Par exemple, sur cette photographie, on ne voit pas le relief du fil. De la broderie, oui. Non. Effectivement. Non, effectivement. Il y a d'autres projets qui seront expérimentés, notamment les images en lumière rasante qu'on vous a montré tout à l'heure. On peut en faire ressortir une image en 3 dimensions. Ça fait partie des travaux, ou faire des scans, parce que pour l'instant, c'est ce que je vous avais dit en préambule, on a un aplat de la tapisserie, puisque c'est une photo 2D, évidemment, donc on n'a pas la 3e dimension. C'est très intéressant d'avoir cette... Il y a une captation 3D qui a été effectuée par nos collègues de l'Université de Caen, une captation expérimentale, et d'autres, je pense, à l'avenir seront effectuées pour essayer d'exploiter cette 3e dimension. Très bien. Je vous remercie beaucoup. Donc, je vous invite, il y a eu un changement de programme pour la prochaine séance, donc la séance du 9 décembre. Et nous recevrons Elisabeth Renaud du musée d'art et d'histoire de Saint-Brieuc pour une conférence qui portera sur donc, un titre de l'open data au musée X, des transforme le musée. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci.